Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui pourrait qui va vraiment bouleverser pas mal de choses dans la manière dont on perçoit la récupération musculaire. Bonjour. Oui, c'est carrément un changement de paradigme. On quitte un peu, tu sais, la vision ultra mécanique, classique, où on se dit juste j'ai mal, donc le muscle est cassé, il faut le réparer. C'est exactement ça. Et pour guider notre exploration aujourd'hui, on se base sur une étude fascinante. Je vais donner le titre exact, il est un peu long, mais il pose bien les bases. C'est un essai contrôlé randomisé qui s'intitule Effects of a Manual Treatment on Lumbar Microcirculation and Tissue Stiffness Following Submaximal Eccentric Trunk Extensor Exercise. Un titre très académique, c'est sûr. Ouais, ça, pour le coup, oui. Mais c'est du solide. L'article a été rédigé par une équipe vraiment pointue. Andreas Brandl, Michael Keiner, Jan Wilk, Christoph Egner, Robert Schleip et Tobias Schmidt. Et ça a été publié tout récemment, en 2024, dans le fameux Journal of Sport Science and Medicine. Oui, une revue très sérieuse. Et l'objectif de cette équipe, en gros, c'est de comprendre ce qui se passe sous la peau, au niveau microscopique, dans la région lombaire, après un effort bien spécifique. Voilà. Et surtout, ils voulaient vérifier scientifiquement si les traitements manuels, genre le relâchement myofacial, fonctionnent vraiment. Ou si c'est, je sais pas, juste dans la tête. D'accord. Décortiquons un peu tout cela. Ça marche. Alors, la première chose à comprendre, c'est l'effort qu'ils ont demandé aux participants. On est sur un exercice excentrique, sous-maximal. Ah oui, l'effort excentrique. Pour ceux qui nous écoutent et qui veulent visualiser, l'effort concentrique, c'est comme appuyer sur l'accélérateur, tu vois. Alors que l'effort excentrique, c'est plutôt utiliser les freins en pleine descente pour retenir une charge. C'est la métaphore parfaite. Le muscle s'allonge pendant qu'il se contracte. Et d'habitude, les études se concentrent sur des efforts excentriques maximaux, ceux qui donnent des courbatures terribles, les fameux DOMS. Les douleurs dont on se souvient, ouais. Exactement. Sauf que là, ils ont choisi un effort sous-maximal, donc environ 70% de la capacité maximale des participants. Ça correspond à 7-8 sur l'échelle de perception de l'effort de Borg. Attends, c'est là que je dois faire l'avocat du diable. Si l'effort est juste à 70% et que ça provoque pas de grosses courbatures invalidantes ou de dégâts massifs, pourquoi diable étudier la récupération? Je veux dire, s'il n'y a rien de cassé, il n'y a rien à réparer, non? Eh bien, si l'on relie cela au contexte plus global, l'absence de douleur aiguë ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de modification physiologique. Chez un athlète bien entraîné, les vraies grosses courbatures sont rares. Oui, le corps s'habitue, c'est sûr. Voilà, mais cet effort sous-maximal crée quand même des micro-adaptations. La circulation sanguine change et surtout il y a une raideur qui s'installe silencieusement. Et cette raideur, à la longue, elle peut altérer la mécanique du corps et causer des vraies blessures. Donc on essaie d'éteindre l'incendie avant même qu'on voit la fumée, en fait. Exactement. Du coup, parlons du protocole de l'étude. Ils ont pris 21 sportifs qui s'entraînent plus de 4 heures par semaine. Ils font cet effort sur le banc d'extension lombaire, puis on les divise en deux groupes. C'est ça. Le groupe 1 reçoit le traitement manuel, le MFR, pour relâchement myofacial. Avec une force super contrôlée, genre entre 25 et 100 newtons pendant 8 à 10 minutes sur le fascia thoracolombaire. Mais sauf, le deuxième groupe, c'est un groupe placebo. Et là, j'ai beaucoup ri en lisant l'étude. Comment on fait un faux massage, sérieusement, hein? C'est un vrai casse-tête pour la recherche en thérapie manuelle, ouais. Tu peux pas juste donner une fausse pilule. Les chercheurs ont été brillants sur ce coup-là. Ils ont utilisé une machine qui projetait une simple lumière verte inoffensive sur le dos. Et ils ont fait passer ça pour une thérapie au laser dernier cri, c'est ça, hein? Tout à fait. Et pour que l'illusion soit totale, le thérapeute et le participant devaient porter des lunettes de protection teintées. Ah, c'est génial. Le coup des lunettes, c'est le détail qui tue. Et le pire, c'est que ça a marché. Les questionnaires à la fin ont montré que le groupe contrôle y croyait dur comme fer. Ça permet vraiment de s'assurer que les résultats du premier groupe sont dus au massage physique et pas juste à l'effet psychologique d'être pris en charge. Bon, le décor est planté. Qu'est-ce qu'on observe sur le corps de ces participants? Parce que les résultats sont dingues. Ils ont utilisé l'élastographie échographique par onde de cisaillement. Le SWE, c'est bien ça? Oui, la technique SWE. C'est une technologie qui permet de voir la rigidité des tissus. En gros, la machine envoie des ondes sonores. Et comme le son voyage plus vite dans un milieu rigide, on peut mesurer la raideur. C'est un peu comme toquer sur une table en bois massif comparé à toquer sur un oreiller, non? C'est exactement le principe, ouais. Et sur l'écran, les zones rigides apparaissent en bleu et les zones souples en rouge.
Ils ont mesuré ça à 24 et à 48 heures. Et donc le muscle érecteur du rachis s'est raidi, ce qui semble logique, mais l'enveloppe autour, le fascia thoraco-lombaire, n'a pas bougé. Attends, je croyais que toute la littérature récente montrait que c'était le fascia qui devenait rigide et créait la douleur. Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est qu'il faut vraiment différencier l'effort maximal de l'effort sous-maximal. Dans une étude classique avec un effort extrême, oui, le fascia réagit fortement. Il s'épaissit, fait un œdème. Ah, parce qu'il y a des micro-déchirures du coup. Voilà. Mais dans cette étude, l'effort était modéré. Le seuil de destruction du tissu conjonctif n'a pas été atteint. Donc le fascia ne change pas mécaniquement de lui-même. C'est fou. Mais alors, le massage a eu un effet ou pas? Oh que oui. À 24 heures, le relâchement myofacial a diminué la raideur du muscle de 14% par rapport au fameux groupe avec le faux laser vert. D'accord, donc la mécanique musculaire s'améliore, c'est indéniable, mais la raideur mécanique, c'est qu'une partie du problème. L'étude a aussi regardé la tuyauterie, la microcirculation. Oui, ils ont utilisé une spectroscopie à lumière blanche et laser pour sonder la circulation à très précisément 8 mm sous la peau. Et là, ils voient que la saturation en oxygène grimpe de 17 à 20% et l'hémoglobine chute. Surtout dans le groupe massé à 48 heures, l'hémoglobine baisse encore plus, non? Tout à fait. C'est un point clé. Moi, ça me fait penser à un embouteillage sur l'autoroute de la récupération. Si l'hémoglobine stagne, c'est que le vieux sang veineux, avec tous ses déchets, reste coincé. Donc, si la thérapie fait baisser l'hémoglobine, ça veut dire qu'on évacue plus vite ce sang usé pour amener du sang frais, c'est ça? Exactement. Le massage agit comme une pompe mécanique sur les vaisseaux sanguins locaux. On vidange les capillaires. Et c'est crucial parce que ça empêche les déchets inflammatoires de s'accumuler et d'appuyer sur les nerfs. Ah, les nerfs, c'est ici que cela devient vraiment intéressant. Parce qu'ils ont aussi testé la douleur avec un algomètre, le fameux Indento Pro. Oui, un appareil qui applique une pression hyper précise jusqu'à ce que le participant dise que ça devient douloureux. Et le résultat est juste massif. La tolérance à la pression a augmenté de 30% chez le groupe qui a eu le vrai massage. 30%, c'est énorme. Ça veut dire que le système nerveux central a littéralement baissé le volume de la douleur. Mais comment c'est possible? Comment appuyer sur le bas du dos peut modifier la perception du cerveau à ce point? En grande partie grâce à la théorie du portillon, ou gate control. Tu connais? Oui, c'est l'idée que si on frotte une zone, ce signal de toucher voyage plus vite vers la moelle épinière que le signal de douleur, et du coup, ça ferme la porte à la douleur. C'est le principe de base, oui. Mais en plus, le fascia thoracolombaire est bourré de capteurs, notamment les corpuscules de Ruffini. En appuyant dessus de manière douce et continue, le thérapeute envoie un message de sécurité au cerveau. Genre, tout va bien, on peut se détendre. Voilà, le système nerveux sympathique, celui du stress, se calme et le parasympathique prend le relais. L'hypervigilance diminue. Le cerveau décide que la zone n'est plus en danger, donc il tolère beaucoup plus la pression avant de déclencher la douleur. Donc on a d'un côté la tuyauterie qui se vide mieux et de l'autre le logiciel du cerveau qui se met à jour. Et c'est là qu'on arrive à l'apothéose de l'étude, la partie statistique. Oui, le fameux modèle de régression linéaire à la fin du papier. Ils ont sorti une équation avec un R carré de 0,542. Pour ceux qui ont oublié leur cours de stats, ça veut dire que le modèle explique plus de 54% du mystère de la raideur musculaire. C'est énorme en biologie. Très impressionnant, oui. Et ce que dit cette équation, c'est que si tu prends la raideur du fascia, qui pourtant n'avait pas changé toute seule, et que tu la combines avec le fait d'avoir eu le massage ou le placebo, ça devient le meilleur prédicteur de la raideur du muscle en dessous. Mais c'est un paradoxe dingue. L'enveloppe, le fascia, a l'air de rien faire de l'extérieur, mais en fait, la façon dont on la manipule va dicter comment le muscle à l'intérieur va réagir. Cela soulève une question importante. Si le fascia et le muscle sont si interdépendants, est-ce que ça a encore du sens de les traiter séparément en médecine du sport? C'est vrai, on ne peut plus réparer l'un sans agir sur l'autre. Exactement. Il nous faut un nouveau modèle biomécanique, plus global, qui intègre le tissu musculaire, le fascia et surtout le système nerveux en un seul bloc interactif. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Eh bien, que le traitement myofacial, c'est loin d'être juste un moment de détente au spa. C'est une vraie intervention de fond pour optimiser la vidange des fluides et réinitialiser l'hypervigilance du cerveau bien avant l'apparition de blessures graves. C'est un outil de maintenance préventive ultra puissant pour les athlètes, c'est clair.
Absolument. Et honnêtement, pour ceux qui s'intéressent de près au corps humain, à la biomécanique ou même à l'optimisation des performances, vous devriez vraiment aller lire l'article original de Brandley et son équipe. Plonger dans ces graphiques, voir comment les ondes mesurent l'invisible, c'est juste passionnant. Oui, ça vaut vraiment le détour pour bien comprendre toutes ces dynamiques. Bon, eh bien c'est la fin de notre plongée d'aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures explorations scientifiques. À très vite! Au revoir.